Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Jérémy, Fred, Owen, Julien Salut. et de l'éternel Bassem. Je suis de retour pour la 150e fois. Il a posé ses bourses pour être là dans Backroom. C'est ça, en fait, il y a plusieurs mois, bien avant cette backroom, j'ai demandé à Owen, est-ce qu'il y a moyen, je peux venir et tout, pour parler du film. C'est pas est-ce qu'il y a moyen, c'est je serai là. C'est vraiment, j'ai vraiment imposé de fou en fait. Il y a trop de films qui nous inspirent en ce moment et donc on vous propose 2 émissions en une. Voici la première partie de l'épisode 68 de DCP dans laquelle on va parler de Backroom suivi d'un dossier sur des films similaires sur la question du liminal space. Et dans l'autre émission, on parlera de Toy Story 5 et de notre rapport à Pixar avec une invitée tout autre qui n'est pas Bassem. Donc si vous voulez avoir notre avis sur Backroom et découvrir d'autres films de cette trempe, c'est ici que ça se passe. Et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de streaming, sur Insta, TikTok, et on lance l'épisode 68. Projet casse-gueule et ambitieux de A24, le studio est allé chercher le créateur des vidéos YouTube, Kane Parsons, pour réaliser un long métrage sur le phénomène horrifique d'Internet. Mais derrière cette grosse communication autour de la figure de son réalisateur, Backroom c'est aussi un produit pur A24, et ça en dit long sur leur modèle économique. J'ai trouvé quelque chose. Dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? Un endroit. J'ai trouvé un endroit. Le synopsis, il est très très court. Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles. Alors, qui a déjà vu les vidéos YouTube de Kane Parsons? Parce qu'en soi, c'est un peu important comme produit. J'ai vu vite fait des extraits, mais j'avais pas vu avant de voir le film. Ok. Moi je les ai vus. Tout vu, moi. Tout vu pareil. Moi j'en ai vu quelques-uns, celui du centre commercial là. Ah, mais ça, c'est The Old As You. C'est autre chose. Ah non, mais genre là, c'est le... Tu n'as pas vu le court-métrage Backroom, le premier? Ah non, Avec le monstre bizarre. C'est autre et chose tout. ça. ah Non, mais non c'est- ça je l'ai t'as- pas vu. T'as la série Backroom faite par Kane Parsons, mais genre, il doit y avoir 20 épisodes. Et après, t'as le truc avec le Giant Roland, là, le géant qui roule. Ah. Et ça, c'est autre chose. C'est Après The Old Jane As You. Roland, il y a une petite rêve dans le film, donc Oui. Oui. Bah, ça reste du liminal space, quoi. Mais en vrai, du coup, la série, en soi, elle est super, super cool. Et moi, ce que j'attendais du film, c'est que j'allais avoir un petit peu de cette série-là. Et en vrai, Il y en a un peu, mais un peu. C'est tout. ah. Ouais, je suis d'accord. bon, qui se lance? Qui a aimé? Non, mais en vrai, c'est bien. Mais Oui. c'est bien, ce qui est bien, c'est juste les backrooms, l'effet visuel, esthétique des backrooms. Mais sans avoir vu la série de Ken Pearson, je connaissais quand même tout ce qui est lié à Liminal Space Backroom. T'as beaucoup de choses qui sont faites sur Insta, de Reels en fait autour de ça. Beaucoup d'IA aussi, j'imagine. Mais moi, je trouve que c'est un univers qui est vraiment fait pour Internet. C'est-à-dire que tu vois des extraits de choses. C'est très comme tout ce qui est lié au found footage finalement. C'est pas des choses qui sont vraiment liées à être au cinéma même. Et je trouve que c'est un peu le défaut, c'est-à-dire qu'une fois que tu sors des backrooms dans le film même, t'es obligé d'avoir une narration, un scénario autour du personnage de Renate Reinsve et du perso principal. De chez Whittle et Jefford. Voilà, c'est ça, et que c'est un peu lourd, quoi. C'est pas très intéressant, surtout le côté tout ce qui est psychologisant finalement de la backroom, c'est un peu lourd, quoi. Qui est très américain comme Ouais. écriture. C'est vraiment genre, c'est les scènes où Jefford et Rent sont en consultation, c'est vraiment genre, c'est le standard, écriture standard américain. C'est c'est cliché quoi, il y a aucune t'as l'impression que Ken Parsons, il a été un peu obligé par le studio de d'écrire une espèce de caractérisation de personnage qui est vraiment cliché et qui va pas plus loin, il y a aucune intention en fait, je trouve. Et là- Non, je suis d'accord. Il a pas écrit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas lui qui a scénarisé le film. Mais Ah bah voilà. les backrooms, c'est vrai qu'il y a ce truc où c'est vraiment un média qui est vraiment lié à Internet. Et d'ailleurs, on en avait parlé après la production, parce que j'avais dit que, ouais, en fait, en gros, la force des backrooms, c'est que, comme tout thread ou tout ARG, c'est que vraiment, il y a une grosse part aussi de hors-champ que tu te fais dans ta tête. C'est vraiment juste des images, des écrits. Et toi, après, tu te fais le reste dans ta tête, en fait. Bah, Et c'est même du hors-champ méta Ouais. filmique. de fou. Parce que comme l'objet culturel sort de nulle part, C'est ça, vu ouais. que c'est un ARG, Mm. c'est d'autant plus pesant, alors que là, c'est A24, Ken c'est Parsons. Et aussi, l'autre problème, c'est que, ouais, en fait, on sent que le film manque d'une vision. En fait, il n'y a pas assez. En fait, Ken Parsons n'a pas réussi à mettre quelque chose dans les backrooms. Ça manque de quelque chose, ça manque d'une saveur. Même aussi, en plus, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que, vu que les backrooms sont liés à la psychologie du personnage principal, il aurait pu s'amuser avec ça. Mais on sent pas vraiment qu'il a insufflé quelque chose dedans, en fait.
Et ce qui fait que on se retrouve avec un film surtout de décor, avec que des plans larges et avec en vrai aucun enjeu filmique entre guillemets. Ouais, c'est ça que je retiendrai du film, c'est que c'est vraiment les décors, ils sont parfaits comme il l'était dans les vidéos. Par contre, c'est vrai que il ne sait faire que ce qu'il a fait sur les vidéos. En fait, c'est-à-dire que les parties VHS dans le film, elles sont super bien, mais alors le reste, waouh, c'est pas fou quoi. C'est genre quand les backrooms elles sont filmées hors caméra VHS, à part la séquence où il y a l'escalier, c'est pas vraiment, enfin il y a pas de tension je trouve. Moi j'ai pas de tension à ce moment-là. Moi, je trouve que la dernière course-poursuite avec Renate Reinsve, elle est plutôt cool. Hein. Je suis d'accord. La toute dernière, quand t'as le gros géant qui court justement dans tout cet escalier qui n'a aucun sens, jusqu'à la fin, où elle arrive dans une sorte de grand hall où elle pense pouvoir sortir, c'est pas mal. Et surtout, par contre, la meilleure séquence du film, qui est vraiment réussie, c'est celle où ils arrivent dans les backrooms à 3, qui est du coup là filmée de point de vue analogique, et là, ouais, c'est génial. Après, le problème, c'est que des fois, on va sortir des backrooms et ça va un peu nous perdre. Moi, je trouve que c'est à ce moment-là, en fait, tu parles justement de la séquence A3 ou en VHS, c'est une énorme montée qui va super loin. D'un coup, il y a une espèce de cut. On revient sur le personnage du docteur. On se retrouve hors des backrooms, on retourne dans les backrooms. Il y a un truc un peu où, du coup, on sort un peu du film, quoi. Mais surtout que moi aussi, genre, je trouve que l'aspect VHS, il est mal amené en fait. C'est que genre, t'as des séquences classiques et après, je sais pas pourquoi en fait, on vient à l'aspect VHS. Enfin, je trouve que c'est mal. À chaque fois qu'il y a des moments de VHS, même si les moments sont bien faits, genre comment ils sont amenés, je trouve que c'est mal foutu. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant lors de la première séquence VHS, que je trouvais que c'était intéressant que ça commence et qu'après, hop, on se rend compte que c'est une séquence filmée. Après, hop, il y a une télé du coup filmée avec une caméra classique. Et après, en fait, genre, je trouvais que c'était intéressant au début de sortir de l'aspect VHS de Ken Parsons et après d'aller sur un film beaucoup plus classique. Et le problème, c'est qu'après, là, on revient dedans, etc., ce qui fait que ça, c'est un peu inégal. C'est mal dosé, ouais. Moi, je dirais que voilà, c'est après la deuxième partie, la deuxième séquence en VHS que là, j'ai perdu totalement le film en fait. Je savais plus ce qu'il voulait faire, et je trouve qu'il fait un truc qui est un peu moyen en termes d'horreur, c'est que au moment où la tension est à son comble, c'est là qu'il coupe. Tu vois, tu vois la caméra qui est prise par on sait pas quoi. Et tu dis waouh, la tension de ouf, et ça coupe. Enfin, j'ai l'impression de voir l'épisode de Lost Media sur le dessin animé, où c'est au pic de tension qu'on te coupe le truc et que tu redescends et que tu passes sur autre chose, et donc du coup toute la tension est perdue et tu la retrouves pas à la fin. Je trouve c'est dommage. Mais en fait, on était avec un ami qui s'appelle Jules, qui est réalisateur, et il disait un truc intéressant, c'est que alors c'est vraiment l'impression d'avoir un film 2 en 1, où en fait, mine de rien, Ken Parsons, ça reste un premier long métrage sans aucune expérience dans la pratique d'un film de studio. C'est-à-dire que c'est effectivement un génie quand il est question de faire Blender et des scènes VHS de déambulation, mais tout ce qui est autre, est-ce que c'est vraiment lui qui a le contrôle du film ? En fait, je pense pas. Et je pense que, même si moi j'aime bien le film, c'est quand même un sacré écran de fumée, toutes ces communications autour de... C'est Ken Parsons qui l'a réalisé, parce que ça reste un film A24. Et comme cet ami Jules le disait, très certainement qu'on lui a collé un chef opérateur qui sait très bien diriger des acteurs, qui sait très bien filmer, et qu'en vérité, Ken Parsons, sur ce qu'il sait véritablement faire, c'est-à-dire les séquences VHS, et même juste les séquences de déambulation dans les backrooms, on lui a laissé faire un petit peu, mais pour ce qui est du scénario, pour ce qui est de toutes les autres scènes, de l'étalonnage, toutes ces choses-là, est-ce que c'est vraiment un film de Ken Parsons ? J'en suis pas si sûr, et c'est juste un très grand coup de com' de A24, et ça a bien marché. Maintenant, le film, il est assez inégal, et... 2 en 1. C'est intéressant que tu montres peut-être que le fait que Ken Parsons n'a pas, probablement peut-être pas eu la main entièrement sur le film. Parce que genre en fait, je trouve que les backrooms, c'est un peu un reflet de ce que le cinéma hollywoodien fait de mal. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre quelque chose de niche et après ils le dénaturent pour le transformer juste en un objet d'industrie en fait. Et à 24, faut pas qu'on se voile la face, c'est que genre c'est maintenant c'est une grosse production qui fait des films dans l'industrie hollywoodienne et Backroom en fait est le reflet de ça en fait. Moi je pense juste que Ken Parsons c'est un exécutant. Vraiment, parce que certes, c'est ce que je disais au début, il sait faire ce qu'il sait faire avec ses vidéos, enfin c'est-à-dire les séquences VHS, mais je trouve qu'il sait pas filmer le reste. Enfin, les scènes de dialogue, c'est du chant contre chant super basique. En termes de, à part le tout premier plan où tu vois la docteur enfant avec sa mère, avec la maison qui se détruit, c'est super cool, mais le reste, il y a pas d'idée, je trouve. Enfin, c'est du basique, on dirait un téléfilm, quoi. Bah, je vais rebondir d'abord sur ça. En fait, je trouve que tu vois, ça c'est typiquement le truc qui alourdit le film, de voir revenir sur le passé du personnage de Renate Reinsve pour essayer
de lier ça à la backroom, c'est lourd. Il n'y a pas besoin. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que moi, quand je suis sorti de la salle, t'avais vraiment le public type qui connaissait pas les backrooms, justement. Ça se voyait aux réactions. Ils disaient, ouais, c'est le film le plus étrange que j'ai vu, etc. Et oui, si tu connais pas du tout les backrooms, c'est vrai que t'es posé dans un espace qui n'a aucun sens. Mais quand tu connais un peu tout ce qui est lié aux espaces liminaux, genre à travers le cinéma de David Lynch, par exemple, ou que tu t'intéresses aux backrooms, que ce soit juste à travers les récits ou les trucs que tu peux trouver sur Internet, bah ça réinvente rien du tout, quoi. Pour un film de cinéma, ça reprend juste ce que tu connais déjà. Et comme tu dis, Jérôme, ça fait très exécutant. Donc voilà, c'est juste en fait le scénario, on s'est dit, ah tiens, pour un peu essayer d'étoffer le truc et pour raconter quelque chose, on va dire que les backrooms, en fait, c'est la psychologie des personnages, t'es un peu dans le cerveau des personnages et dans leurs souvenirs et tout. Ah, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais du coup, tu parles de psychologie des personnages, mais même ça, en soi, est-ce que ça va aussi loin qu'ils le disent, quoi? Parce qu'en soi, t'as donc le personnage principal là, de Clark. Tu comprends qu'effectivement t'es un peu dans sa tête, mais ça se dit à la fin, et même chose, ça redevient ce qu'on avait dit, c'est trop explicatif, ça essaie de trop caractériser un personnage, alors que nous on veut simplement juste vivre les backrooms. Donc psychologie des personnages, je suis aussi un peu en mode, bon, est-ce que c'est bien amené, est-ce que c'est bien fait? Parce qu'en soi il n'y a pas que lui qui rentre dans les backrooms, il y a aussi donc le docteur, il y a aussi les deux autres personnages. À ce moment-là, moi je comprends pas très bien, du coup, est-ce que les backrooms, on est dans les backrooms de Clark, quels sont les backrooms des personnages, tu vois, c'est pas très bien défini en fait. Et c'est un peu bizarre dans le sens où il arrive à te faire une cartographie des backrooms, alors que normalement t'es censé un truc où t'es censé te perdre, et je trouve qu'il y a beaucoup de facilité, notamment dans la première fois où il rentre dans les backrooms, où tiens, bizarrement la porte elle la ramène pile là où il faut pour qu'il retourne dans le magasin. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu trop de facilité à ce niveau-là. Mais il y a un peu la dimension de dompter les backrooms, et c'est ça aussi dont il est question dans le film, c'est-à-dire que Clark trouve son bonheur dans les backrooms, trouve son réconfort dans ses errances psychologiques de lui-même. Après, voilà, encore une fois, c'est écrit avec un gros feutre très hollywoodien, sans beaucoup de finesse, avec une créature qui valait mieux pas montrer. Je pense. Ouais, je suis d'accord. Et qui finit par conclure le film de manière quasiment caricaturale, ce qui est un petit peu dommage, parce que, encore une fois, moi, ce que le film propose, quand il le fait avec subtilité et quand tu sens la patte de Ken Parsons, je kiffe. Ah oui, mais en fait, le problème de vouloir rajouter un côté psychologique, je trouve que ça amène pour moi à la pire scène du film, c'est celle où j'étais en mode, mais franchement, j'ai compris ta référence, c'est la scène du repas, c'est bon, j'ai compris, t'as vu Massacre à la tronçonneuse, Oui, mon gars, oui. Merci, c'est bon. Mais tu vois, pour l'espèce de monstre à la fin, moi j'étais hyper content de le voir. Je trouve que c'est un monstre assez atypique, c'est que tu sens que c'est un monstre qui veut pas forcément du mal, qui est un peu perdu, c'est un peu les névroses de Clark. Et je trouvais ça plutôt cool pour le coup, je sais pas, moi ça m'a fait kiffer, ça m'a rappelé justement ce que je vous disais au début là. Moi j'ai pas vu les courts-métrages Backroom, mais j'ai vu justement j'ai oublié le nom, dans le centre commercial. Oldest View. Voilà, et c'était un peu, il a repris un peu ce même concept, et de voir un monstre qui te poursuit mais qu'en même temps elle souffre, pleure, enfin il y avait un truc un peu contradictoire dans ce monstre que je trouvais assez sympa, moi pour le coup là, la dernière séquence j'ai adoré. Ah, moi je le trouve bien. Mais j'aime bien aussi l'idée des personnages, des souvenirs qui sont mal répliqués, côté des visages qui sont démultipliés, je trouve ça super intéressant esthétiquement, mais ça va pas plus loin finalement. Après, encore une fois, là, c'est ce qui alourdit un film qui aurait gagné à être plus rentre-dedans. Et moi, l'image que je regarderais quand même de ce film, c'est cette séquence VHS qui dure bien 15 minutes. Et c'est cette scène de la corde qui a un ressort d'horreur que j'avais la bouche grande ouverte et j'étais à fond dedans. Comme tu dis, Jérém, c'est dommage parce que ça coupe dans un instant de tension et d'intensité qu'il valait mieux pas couper. Mais cette séquence-là, ça faisait longtemps que je m'étais pas accroché à mon siège comme ça, et c'était vachement bien. Mais c'est vrai qu'à partir, en plus cette séquence donc elle dure à peu près 15 minutes, elle va super vite, tu rentres vraiment, moi je m'attendais pas que ça aille aussi loin dans l'horreur, et c'est vrai que du coup après comme ça coupe, t'es un peu pris de court, c'est, comme on le disait, c'est un peu Ken Parsons qui arrive, qui fait bon, j'ai pas la main mise sur le reste, j'ai planté dans ce film mon petit court-métrage de 15-20 minutes, et ça va être à moi. Et ça va être la meilleure chose du film. Voilà. Bah oui, c'est la seule chose qu'on peut retenir du film, en effet. Ouais, bien sûr, c'est les séquences VHS. Puis même, j'aurais aimé, je pense, voir plus de trucs fous, comme disait Julien. C'est nous, on avait l'habitude de voir les courts-métrages sur YouTube. On s'attendait à une espèce de nouveauté dans les backrooms. Qu'est-ce qu'on pouvait voir de plus? Je sais qu'à un moment, il y a un plan, c'est justement la scène de la corde, t'as un personnage qui descend, qui regarde en haut, et qui voit que justement, les backrooms, il n'y a pas un concept de gravité, mais c'est que dans ce plan-là qu'on voit ça, quoi. Dans le reste, on le voit pas forcément très bien. Mais c'est vrai, ouais, non, je suis d'accord avec toi, Fred, et du coup, t'avais dit ça par rapport à Julien, ça. Par rapport au fait que voilà, tu voulais qu'il y ait de l'ambition en termes de mise en scène. Ouais, non, en vrai, c'est quelque chose. C'est dommage, en fait, les backrooms, c'est devenu en fait on voit que c'est un film d'industrie, un film vraiment fait juste pour faire des entrées. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y aurait vraiment pu avoir une ambition artistique derrière tout ça, si on l'avait laissé plus de choix, si on l'avait laissé plus de liberté. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que le vrai défi, ça aurait été de faire un film entièrement en POV, tu vois. Et vraiment...
d'assumer à fond. Il y a de quoi en plus. Et il y a de quoi. De fou. Les backrooms, quand tu sais que c'est je sais pas combien de niveaux, que les gens sur internet, de base c'est un concept, comme on le disait, c'est un ARG, c'est un truc que tout le monde a écrit ensemble sur internet. Il y a tellement d'idées de backrooms. Ouais, Parce que là, on reste sur le niveau 1, techniquement. Le principe bien de sûr. niveau, c'est pas forcément ce que Ken Parsons adopte dans sa série de courts-métrages. C'est vraiment, il te met des espaces différents sans vraiment qu'il y ait de niveaux, entre guillemets. Tu peux considérer que c'est des niveaux, mais c'est pas considéré comme des étages ou je ne sais quoi. Et je trouve ça bien aussi que d'ailleurs, il fasse pas que ce côté papier peint, mur jaune dégueulasse, et d'aller dans les trucs genre piscine, des trucs comme ça. Enfin, mais il y a des trucs que t'as dans la série de court-métrage que t'as pas, genre la Red City, le truc rouge, là, où tu vois que c'est un dédale de ouf. Bah tu l'as pas, et du coup ça aurait été super impressionnant, alors que tu l'as sur une vidéo YouTube, quoi. Techniquement, dans le film, il met d'autres étages sans vraiment le dire. C'est que, par exemple, la maison un peu désordonnée du docteur quand elle est petite, il y a des pièces des backrooms. J'ai regardé quelques vidéos qui expliquaient les étages. T'as une pièce qui est connue pour que ça soit en désordre, justement. Donc, il te met des petites références, mais sans forcément aller dans le concept d'étage. Je pense que ça aurait été trop compliqué pour ce film. Mais non, je pense que oui, un film en POV entièrement qui est à 100% dans les backrooms, je pense que ça aurait pu être faisable. Je pense que c'était juste risqué pour l'industrie hollywoodienne parce qu'ils avaient peur que les spectateurs ne suivent pas, ne comprennent pas en fait. Écoutez, ça va pas plus loin que ce que pouvait proposer un film. Finalement, on se retrouve sur... on a eu des épisodes de 45 minutes qui étaient oufissimes dans la série. On se retrouve avec un film d'1h40 qui peine à aller au-delà. Voilà, ça reste plus un film A24 qu'un film de Ken Parsons. Moi, je retiens que ce que Ken Parsons a véritablement fait, c'était kiffant. Le reste est un petit peu encombrant. Je boude pas mon plaisir. Moi aussi, un truc qui m'a énervé, c'est j'adore Marc Desplat, Duplat. L'acteur qui joue dans Creep. Et il apparaît dedans, c'est le sort de scientifique qui prend en aparté la docteure à la fin du film. Et tout ça, tu te dis, mais pourquoi, quoi? Enfin, qu'est-ce que j'en ai à faire? En fait, ça sert à rien. Il y a plein de trucs, tu te dis, mais c'est vraiment rajouté juste pour, comme on le disait, écrire un scénario psychologique, qui sont vraiment la psychologie dedans, c'est quoi? On prend un psy, à la fin, on dit que ça sert à rien. Enfin, voilà. Je vais vous proposer de conclure, les gars. Donc, est-ce que le contrat est rempli pour vous? À moitié, comme on le disait. C'est ok. À moitié, ouais. C'est ok, ça va pas plus loin dans les backrooms, ça aurait pu être plus innovant et le côté, comme le disait surtout Bassem, le côté très hollywoodien, très lissé de A24, qui en fait de base A24 avait une patte. Maintenant j'ai l'impression que ça devient de plus en plus lisse et ça c'est dangereux. Non, pour moi, ils font des films de com. Ouais, oui, des films de com. Ouais. Ils gagnent, mais maintenant j'ai l'impression que c'est ça le cinéma, hein. C'est avoir des entrées par la com. C'est la com qui permet de faire des entrées pour un film. Mais ouais, non, là, personnellement, je trouve que Backroom n'est pas un film réussi. Mais en tout cas, ça fonctionne, puisque pour un budget de 10 millions de dollars, il a fait 265 millions dans le monde, alors on enregistre, dont 168 aux États-Unis. Et pour son premier jour en France, qui était celui du 17 juin, il a fait 118 747 entrées. C'était le deuxième des nouvelles sorties du jour, derrière Toy Story 5. Donc, est-ce que finalement les liminal space, c'est un concept très internet contemporain, mais est-ce que ça a finalement sa place dans le cinéma? Est-ce que c'est cohérent de parler de liminal space au cinéma, même dans des films où le terme n'existait pas encore aujourd'hui? Moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a 2 ans, donc le concept de liminal space existait déjà, mais je pense pas qu'on rattache forcément ce film-là à ce concept, et pourtant je trouve que c'est très cohérent parce que c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui avait gagné le Grand Prix au Festival de Cannes. On en avait parlé dans DCP à l'époque, et à l'époque, Tu ne l'avais pas vu. je ne l'avais pas vu. C'est le seul film principal que je n'avais pas vu, ce qui est assez honteux. J'ai écrit un gros texte, pour le coup. Enfin, un gros texte, non, mais j'ai écrit un texte parce que c'est une pensée un peu plus fouillie. Donc on pourrait se poser la question si ma comparaison est cohérente, mais en vérité, le procédé utilisé pour développer la mécanique de l'horreur dans Backroom est finalement la même qui vise à créer du vertige et de l'inconfort dans la zone d'intérêt. Donc dans Backroom, on prend appui sur un environnement familier, c'est-à-dire des bureaux, et l'inconfort il survient dans la manière dont les imperfections de cet environnement familier vont le rendre terrifiant. C'est un peu à la manière de la vallée dérangeante qui désigne le fait que lorsqu'un objet atteint un certain degré de ressemblance anthropomorphique, il y a une sensation d'angoisse et de malaise qui apparaît. En général, on rattache ça à des robots qui prennent l'apparence humaine, mais je pense pas que ce soit vain de parler aussi d'environnement qui ressemble peu ou prou à ce qu'on connaît déjà. Donc on ajoute dans Backroom tout un jeu sur le hors-champ et une menace qu'on ne peut pas discerner et qui est tapie dans l'environnement. Donc vous avez une œuvre d'horreur qui est formellement assez solide. Jusque-là, vous me suivez? Ouais. Et donc dans la zone d'intérêt, en fait, c'est le procédé finalement il est assez similaire puisqu'on va prendre une maison familiale et on y ajoute des personnages qui s'épanouissent et qui se disent à quel point ils sont heureux d'être ici. Donc là, sur le postulat de base, on peut se dire que tout va bien. Or, il y a 2 éléments qui vont tout de suite créer de l'inconfort à partir de ce cadre familial. Le premier, c'est la mise en scène. Alors, autant dans Backroom, on a une caméra qui est assez volatile, qui se balade vraiment dans les environnements. Là, la zone d'intérêt, c'est tout autre. La caméra, elle est dans des coins, grand angle,
ce qui fait qu'on peut à peine discerner les visages des personnages, mais voilà, il y a une sorte de distance qui s'opère tout de suite. Et même si on est dans une maison familiale avec des gens qui sont très heureux, nous, on fait pas partie de ce cadre-là, donc on est déjà un petit peu dans une forme d'inconfort. Mais le pire élément, et c'est surtout là où la zone d'intérêt et Backroom se rejoignent, c'est la gestion du hors-champ et de ce que l'on sait en fait de ce hors-champ. Donc dans Backroom, on sait pas trop ce qu'il y a dans le hors-champ, même si à la fin du film, on nous le dévoile. Or, dans la zone d'intérêt, en vérité, la demeure, c'est celle de Rodolphe Heuss, le directeur du camp d'Auschwitz, qui se trouve juste de l'autre côté des murs. Et donc, voilà, il y a cette forme de vertige de ce que l'on sait suffisamment ou pas, derrière les murs, derrière les angles. Et par ce biais, donc, on dépossède la maison de son côté apaisant, de son cadre familier, et elle devient une zone d'inconfort que nous, spectateurs, observons avec distance, de la même manière que les bureaux de Backroom sont dépossédés de leur utilité première pour n'être qu'un cadre horrifique d'errance et de terreur. Donc au final, tous les environnements, tous les lieux peuvent être des espaces liminaux, tout dépend de la manière dont on les cadre et de l'importance qu'on donne au hors-champ, car plus le hors-champ donne d'indices, plus il titille l'imagination du spectateur qui va s'imaginer les pires choses. Même si dans la zone d'intérêt, historiquement, on sait quelles sont les pires choses, mais on les voit pas, donc on se les figure très graphiquement. Voilà. Bravo. Vous me donnez quelle note, monsieur Moi, je dirais peut mieux faire. Je dirais un 17 sur 20. Je pense Ah ouais C'est quand même bien. Moi, je suis dur comme prof. C'est dur, tu m'as donné 17 sur 20, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai. Moi, je ressors comme ça, je dis « Ah, maman, j'ai eu 17 !» Et Fred, toi? Moi, j'ai pas forcément parlé. Enfin, j'ai parlé un peu des aspects liminaux, mais en voyant Backroom, moi, comme je vous disais, le problème que j'avais eu avec Backroom, c'est vraiment le côté un peu, même le rapport entre les personnages avec le liminal space, leur attirance. On a Clark qui est vraiment attiré par cet espace, mais je trouve que c'est pas assez bien montré, assez bien dit, c'est-à-dire qu'il va directement rentrer dans les backrooms, comme le disait, je sais plus, Jérémy, ou le fait qu'il ait directement un plan des backrooms, qui est un truc un peu très direct, net, très concret. Et en fait, moi, j'ai pensé directement à la réalisatrice Johanne Schönbrunn, je sais pas comment ça se dit, c'est une réalisatrice qui a aussi fait des films un peu avec A24, qui avait déjà fait un premier film dont j'avais déjà parlé dans DCP, c'était We Are All Going to the World's Fair, qui était une espèce de found footage. Vous aviez des personnages assez solitaires qui s'inventent leur propre monde numérique en se filmant et en postant leurs vidéos sur Internet. Et je trouvais que déjà, là, il y avait déjà ce rapport-là avec le côté un peu liminal, c'est-à-dire que tous les films de Johan, ils vont surtout se dérouler en banlieue, ils vont beaucoup montrer ces lieux qui sont un peu abandonnés, qui sont un peu déserts, un peu l'errance adolescente aussi, d'adolescents qui se sentent seuls, qui sont clairement chiés, et donc qui commencent à filmer un peu le vide qui est autour d'eux. Et là, pour cette émission, j'ai regardé I Saw de TV Glow, qui est exactement le même concept, c'est que vous retrouvez deux adolescents du nom de Owen et Maddie, et c'est des adolescents qui sont... Ouais. Hey Maddie, c'était mon chat aussi. Ah. Pardon. Et du coup, vous avez deux adolescents qui sont fascinés par une espèce de série télévisée qui s'appelle The Pink Opaque. Ça revient un peu sur le côté Lost Media, c'est une espèce d'émission qui, avec le temps, en fait... perd en souvenir, on ne sait plus vraiment s'ils ont vraiment vu cette émission ou pas. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est vraiment le rapport qu'ils ont avec cette émission, une espèce de fascination, mais vraiment presque pas morbide, mais qui est un peu extrême. Et moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que ce qu'a pas les backrooms, c'est qu'ils entretiennent une relation avec cette émission dans laquelle presque ils vont rentrer, et en fait, on ne sait plus vraiment faire la différence entre la réalité et la fiction. Là où Backroom, c'est très net, en fait, on sait où est les backrooms. En plus, ça, on ne l'a pas assez bien dit, mais franchement, l'entrée des backrooms, ça arrive comme ça. C'est-à-dire que c'est là, on rentre et on ressort. Là où je trouve que dans les films de Schönbrunn, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bref, je trouve qu'on a vraiment un rapport qui est beaucoup mieux travaillé entre les personnages et les liminal space. Et je trouvais que justement, Backroom n'avait pas ça, et c'est très dommage. Donc voilà, je vous conseille de voir les deux films. Je sais que la réalisatrice, elle a récemment réalisé un film qui a gagné la Queer Palm à Cannes 2026. Et c'est vraiment une réelle qui s'intéresse beaucoup à l'horreur, beaucoup à l'intimité, beaucoup à la solitude. Et je trouve qu'elle le fait vraiment bien. C'est vraiment d'une manière qui est vraiment touchante. Là où les backrooms, il n'y avait pas du tout ce côté-là, parce qu'en soi, Clark, tout comme sa psy, ça traite de ça. C'est des personnages qui sont isolés, qui ont des traumas d'enfance, qui ont des traumas qui leur permettent pas d'avancer. Mais je trouve que c'est tellement mal caractérisé. Et là où Johanne, elle est géniale. Vraiment, j'aurais adoré voir un film Backroom réalisé par Johanne Schönbrunn, parce qu'en soi, les Backrooms, vous me corrigez si je me trompe, mais pour moi, c'est pas Ken Parsons qui a inventé les Backrooms. Il a créé une esthétique autour avec cette pièce, mais c'est quelque chose qui appartient à Internet. Et je pense qu'on peut très bien à l'avenir faire des films Backroom avec d'autres titres. Tu le disais, en fait, le liminal space, mais ça existe depuis super longtemps. Tu regardes un film excusez-moi, c'est un réalisateur français qui a fait des films avec Gérard Depardieu, Patrick Devers. Ah, Blier ?
Blier, clairement, je suis désolé, buffet froid. C'est ça, un buffet froid, quand ça se passe dans une espèce de bâtiment un peu abandonné où il n'y a personne, c'est clairement du liminal space. Donc tu vois, liminal space, il a toujours été là, c'est juste que maintenant on le nomme, on lui donne un nom, c'est un peu le problème maintenant d'aujourd'hui, c'est de donner des noms à tout. C'est dire, alors ça, en ce moment avec Obsession, c'est devenu, il y a une espèce de nom, c'est le Toxic Film, Toxic Boy Film, enfin tu vois. On aime... Le Incel Horror. Voilà, le Incel Horror. On a tendance à beaucoup nommer les choses, mais en soi, depuis longtemps, liminal, ça existe dans le cinéma, que ce soit même pas forcément de l'horreur en fait. Playtime de Tati, tu peux très clairement penser Tati. que c'est du... Tu vois, même dans le cinéma français, tu trouves beaucoup de liminal, donc je pense très bien que les backrooms, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses qu'on peut très bien donner ça à d'autres réalisateurs qui ont plus d'intention de réalisateur en fait, qui savent donner une intention dans un film, et je pense qu'à l'avenir on peut tomber sur des bonnes choses, tout comme on tombera sur Backroom 2 de Ken Parsons pas à 24, et ce sera horrible. Jérémy, toi ton film, il est de quelle année déjà ? 97. 97. Eh oui, parce que je vais vous parler de Cube, Ah oui, voilà. de Vincenzo Natali, et je vais poser une question. Donc simplement, on arrive dans des films, parce que vos 3 films à vous, Bassem, Julien et Jérém, sont des films avant qu'on commence à utiliser le terme liminal space. Oui, parce que le film là est même sorti avant la fameuse photo qui a amené tout le truc des backrooms. Et je vais poser une question par rapport à Cube. Serait-il un précurseur de l'horreur qu'on peut tirer des espaces liminaux ? Donc dans Cube, les personnages sont dans une multitude de cubes identiques et qui semblent sans fin. Cette architecture incarne l'essence des liminal space, des lieux parfois inconcevables, sans repère géographique ou temporel, mais qui pourtant nous semblent familiers et par cette familiarité nous angoissent. Les incessants cubes avec toujours les mêmes murs, juste la couleur qui peut changer, les bruits métalliques étouffés, le silence autrement lorsque l'on se retrouve seul, l'absence de fenêtres ou de lumière naturelle, il y a tout ça qui fait, je trouve, l'essence des liminal space qu'on retrouve dans Cube. Dans Cube, comme dans beaucoup d'autres films à l'aspect liminal space, on a l'aspect psychologique qui entre énormément en compte. Backroom en est un exemple flagrant. La logique cède la place à l'absurde, voire à la folie. L'isolement ressenti par les personnages est souvent ressenti par le spectateur, la perte de repères, éminemment essentielle dans le cube, qui semble un enfer sans fin, mais aussi la peur de l'inconnu, car oui, de but en blanc, lorsqu'on arrive dans le cube, comment savoir qu'il y a des pièces piégées, et par la suite, comment savoir lesquelles le sont. Donc le spectateur se retrouve donc comme les personnages, car l'on découvre le cube en même temps qu'eux. On est confronté à un système absurde qu'on ne comprend pas, où chaque porte pourrait mener à la mort, soit par l'intervention de l'espace en lui-même, ou de l'homme, vu la tension psychologique et physique, donc la déshydratation, la faim, chose qu'on voit pas trop dans les backrooms non plus, je trouve aussi. Et donc, je trouve que Cube anticipe l'obsession moderne pour ces espaces comme symbole d'une nostalgie troublante et d'une angoisse collective. En somme, Cube est une œuvre visionnaire qui, bien avant l'ère des liminal space numériques, en a capté l'essence, l'horreur de l'entre-deux où l'humanité se perd dans sa propre quête de sens. C'est génial parce que justement tu viens de pointer un peu du doigt ce qui a été le problème dans Backroom, c'est que là Cube, ça se passe vraiment toujours dans le cube. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'en échapper. Et dans le cube, comme il n'y a aucun moyen de savoir quel temps il fait, parce qu'on n'a aucune lumière naturelle, on peut espacer la chose. Je pense que cube, on ne sait même pas sur combien de temps ça se passe. Combien de temps ça se passe en fait. Tu vois, et là où les backrooms auraient pu justement gagner en force, c'est de se passer uniquement dedans sans vraiment savoir combien de temps se sont déroulés, quoi. Et surtout, dans la série sur YouTube, t'as des sauts dans le temps. Et c'est génial parce que en plus tu parles de déshydratation et nous on est un peu dans un liminal space parce qu'on est dans notre appartement et qu'on a très très soif parce que c'est la canicule. Venez, on fait une pause, on boit de l'eau. Non, on enchaîne. Non, on enchaîne. Votre émission va bientôt reprendre. Vos chroniqueurs sont actuellement en train de boire. Clic, clouc. What else? Vas-y, je relance la vidéo. TCP. TCP. Alors, vous êtes sur des œuvres que tout le monde connaît. Vous n'êtes pas originaux. Ouais. Non. Mais on vous aime quand même. Moi, je propose de commencer par celui de Julien. Parce que c'est quand même son artiste de cœur. C'est vrai. Notre cher David Lynch, notre regretté David Lynch. Non, forcément, si tu parles liminal space, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est le cinéma de David Lynch. Et c'est vrai que que ce soit Fred ou Jérém, vous disiez des choses intéressantes, est-ce que le liminal space, ça existe que depuis une dizaine d'années avec le phénomène Internet, ou ce qu'on avait déjà un peu dans le cinéma avant, c'était déjà du liminal space, où ça préparait ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais si tu regardes la filmographie de David Lynch dans son ensemble, tu as toujours cette idée d'espace très confus, très chaotique, où tu es un peu entre le confin du rêve, de la réalité. Là où je pense chez Lynch, il y a vraiment cette notion d'onirisme qui envahit ces espaces liminaux. Après, pour se concentrer vraiment sur un film en particulier, une série serait Twin Peaks. C'est là où je trouve que se développe vraiment cet univers très lynchien
et cet espace liminal lynchien, donc c'est avec cet espace très célèbre qui est la Black Lodge et la Red Room. Donc la Red Room qui fait partie de la Black Lodge, pour rappel, c'est cet endroit où tu retrouves les personnages avec un énorme rideau rouge et ce carrelage en damier très étonnant. Et en fait, ce qui est super intéressant dans Twin Peaks, c'est que comme dans l'idée de la Backroom, t'as une entrée. Cette entrée, c'est de la Black Lodge, c'est dans la forêt, un endroit où tu as 12 sycomores. Et en fait, à un moment, cette rentrée-là, ils vont l'utiliser dans la série, mais ça arrive que bien plus tard. Et pourtant, tu as déjà des réminiscences de cette Black Lodge dans l'univers. C'est là, comme vous disiez, où ça pouvait être décevant dans Backroom, là où normalement, dans la mythologie des Backrooms, tu as cette idée du clipping, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, tu te retrouves dans la Backroom. Là, dans le film, tu avais vraiment cet espace qui est défini, tu rentres, tu sors très facilement. Là où justement dans Twin Peaks, ça passe beaucoup par le rêve, c'est-à-dire que Cooper dans la série va avoir des apparitions, que ce soit des visions de Laura Palmer, des visions du géant, des visions du nain, et il y a aussi l'idée du miroir, c'est-à-dire que ce soit avec la fin de la série ou avec le personnage de Bob, dont je ne révélerai pas l'identité pour ne pas spoiler Twin Peaks, mais en gros, toutes ces choses-là, tu te rends compte à travers le miroir, parce que le gros principe justement de cette Black Lodge, c'est de pouvoir faire des doppelgangers, des doubles, ce que tu retrouves un peu dans Backroom avec cette idée de souvenirs qui se dédoublent, et ça Lynch il le faisait déjà avec la Black Lodge, et c'est totalement justement intégré dans la saison 3 de Twin Peaks avec le double de Cooper, le Cooper maléfique. Et je trouve que c'est super intéressant sur ça. Lynch, en fait, avait déjà beaucoup utilisé ce thème-là. Et voilà, et notamment, tu as aussi cette idée très horrifique, puisque la Black Lodge, c'est un endroit où tu as des entités maléfiques qui viennent contaminer finalement l'humanité et la Terre. Et c'est quelque chose que tu retrouves même dans tout le cinéma de David Lynch, c'est-à-dire que cette idée d'inquiétante étrangeté, c'est un lieu très confortable. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrange, il y a un inconfort qui se produit, ça tu l'as particulièrement dans Blue Velvet. C'est-à-dire que tu as vraiment ces images de cartes postales de villes américaines, et derrière, quand tu grattes le vernis comme dans une peinture, il y a quelque chose de très sombre des personnages. Ça va être le personnage de je sais plus comment il s'appelle, Dennis Hopper. Voilà, de Dennis Hopper dans Blue Velvet, c'est le personnage de Bob dans Twin Peaks. En fait, c'est pour ça que je parle de Twin Peaks, mais tu es obligé de revenir à la filmographie de Lynch, parce qu'en fait tout se reconcentre dans le Lynch Universe. Tu as toujours ces dédoublements-là. Et voilà, pour conclure, dans la saison 3 de Twin Peaks, il radicalise ça, parce que tu as des portes d'entrée partout, en fait, pour la Black Lodge. Je pense à la maison aussi dans Lost Highway. Oui. La maison du couple, au début du film, elle est déshumanisée, même partout, en fait. Genre même la maison de Laura Palmer, moi, elle me fout des glandes. Ouais, mais parce que c'est ça, tout est un beau vernis où tout semble propre, même le personnage de Laura Palmer, c'est-à-dire que c'est censé être l'élève modèle que tout le monde aime, en fait, ça cache un secret bien plus sombre. Mais c'est drôle parce que tu parles encore de banlieue, comme moi je l'avais dit dans les films de Johan Schoenbrunn, c'est qu'il y a vraiment un côté dans tout ce qui est banlieue un peu, pas forcément pauvre, mais très lisse, très chic. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup même moi je pense à Edouard aux mains d'argent, c'est énormément liminal space, Edouard aux mains d'argent, quand on regarde un peu le site, c'est toutes ces maisons en fait qui sont reproduites à l'identique. Mais un des trucs qui caractérise le liminal space, c'est ce côté très à la fois beau, propre, nostalgique. Urbain. C'est ça, urbain, nostalgique, et en même temps étrange. C'est pas naturel les maisons dans Édouard aux mains d'argent, et en même temps c'est une certaine beauté. Mais quelque part, le brutalisme, d'un point de vue architectural, aussi, il nous renvoie au liminal space. Bassem a décidé de partir sur le maître étalon quand même du liminal space. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, dès que je suis sorti de ma séance de Backroom, j'ai directement pensé en fait à Stanley Kubrick. Et j'ai voulu l'étrangler. C'est ça. Ce qui m'a fait Shining, c'est un meilleur film Backroom que Backroom. En fait, c'est que c'est littéralement ce qui m'a sorti. Très belle imitation de Bassem. En fait, je disais ça, mais pas par rapport au fait qu'en fait, quand je disais ça, c'était pas par rapport au fait que je voulais que Ken Pixel en fait fasse un grand film, c'était plus par rapport au fait que voilà, genre en fait, tu peux, si t'as l'ambition artistique, faire un film intéressant sur des lieux fermés. Et Shining, en fait, bon, juste un petit disclaimer, je suis pas un Yankee de Shining, genre j'aime bien comme tout le monde, mais après dire ouais, Shining c'est mon film d'horreur préféré, je trouve c'est bateau. Mais par contre, oui, le film a des qualités qu'il ne faut pas négliger. Et oui, en fait, ce rapport d'enfermement, comment l'hôtel Overlook est montré comme un monstre à part entière, c'est incroyable. Déjà en termes d'architecture, les lieux sont très vastes, très grands, et Kubrick, c'est un grand amateur du plan large, il l'utilise vraiment pour vraiment montrer une perspective profonde, quitte à te perdre même sur des plans fixes. Il y a aussi vraiment ce sentiment d'enfermement avec le fait que voilà, en fait, tous les lieux, en fait, ils montrent vraiment les lieux un peu sans vraiment logique géographique entre guillemets, ce qui fait que là aussi tu te perds aussi en termes de montage. Et aussi
Bon, il y a aussi des petits détails comme par exemple le fait qu'on voit très peu la lumière du jour dans l'hôtel Overlook, etc. Même aussi, genre, l'hôtel Overlook est aussi comparé au labyrinthe, enfin le jardin de labyrinthe. Et ça, je trouve, c'est aussi assez intéressant pour montrer l'aspect vraiment totalement déconnecté de l'endroit et vraiment aussi le fait que c'est un endroit où tu peux te perdre. Et aussi vraiment la force du film, et c'est ce que j'ai reproché à Backrooms, parce qu'en fait Backrooms utilise le plan large, mais il n'y a pas de langage. C'est un film qui n'a pas de langage à proprement parler. Là où par exemple, dans Shining, l'usage du plan large, en particulier aussi de la Steadicam, c'est intéressant parce qu'en fait il y a vraiment ce sentiment où les personnages sont observés. Et d'ailleurs on le voit dès le début du film où les premiers plans c'est des plans aériens où on voit du coup la voiture de Jack Torrance qui arrive dans l'hôtel Overlook et du coup on sent un sentiment d'observation et on le voit aussi par exemple lors de la séquence du labyrinthe, qui est aussi filmé en Steadicam, la séquence où Danny circule dans les différents lieux. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, vraiment, les différents lieux sont similaires. On sent qu'il y a une répétition sur les motifs des décors. Et en plus, tout est filmé aussi en une séquence lors de ces. Je crois il y a 2 moments, où il circule dans l'hôtel Overlook, Danny. Oui, ça arrive quand même plusieurs fois dans le film. Ouais. Et du coup, on sent ce sentiment de répétition, mais aussi du coup d'isolement, où en fait, on se perd, mais les lieux sont similaires. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que aussi un truc chez Kubrick, c'est que sa mise en scène en soi, elle est hyper très précise. C'est un mec qui est fou. Oui. Kubrick, il est fou. Il est fou. Il veut vraiment à chaque fois faire vraiment le plan le plus parfait, le plus symétrique. Et c'est par cette symétrie que tu as un espèce de malaise, parce que comme on le disait, tout est propre, tout est net. Et ça crée un malaise, et c'est une force. Et aussi, vraiment, la force du film, je le redis encore, c'est que vraiment, l'usage du médium, enfin de la caméra, c'est vraiment on a vraiment l'impression que les personnages sont observés, en fait, par quelque chose. Et les travelling qui montent Danny de dos, en train de rouler avec son tricycle dans l'hôtel Overlook, en plus vraiment vu qu'on est dans son point de vue, le lieu est immense, ça crée vraiment un sentiment de malaise. Mais en fait, ce que tu dis, Fred, par rapport à cette mise en scène très précise, c'est que ça désincarne les environnements, ça désincarne les décors, et c'est quelque chose que tu ressens aussi dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est ce qui crée le malaise par rapport à HAL 9000, ouais. C'est que tous les plans où HAL 9000 apparaît, c'est que c'est extrêmement désincarné, et dans Orange Mécanique aussi, les maisons dans Orange Mécanique, même de manière générale, la ville est complètement désincarnée et déshumanisée. Ouais, c'est vrai. Et Shining, c'est juste le pinacle de cet exercice de style. C'est vrai. Je trouve drôle en plus, c'est que maintenant, comme on disait, un film, ça va plus se vendre par sa com. Et je sens que quand un film se vend trop par sa com, c'est que c'est mauvais signe. Et Backrooms, c'était un peu le cas. C'est que les premiers trucs qu'on a entendus sur Backrooms, c'est regardez, les Backrooms ont vraiment été recréés à l'identique. L'équipe technique se perdait dans les Backrooms. Il y avait déjà ce côté-là. Kubrick, j'étais pas né à ce moment-là, mais je pense pas qu'à l'époque on faisait une com pour dire regardez Kubrick, il a tourné dans un énorme hôtel, on se perd dedans. Non. Donc il y a un truc un peu où il y a un peu ceux qui veulent prouver et ceux juste qui réalisent et on sait. Et je leur dis quand je comparais Shining à Backrooms, c'est vraiment en fait le fait que je cherchais dans Backrooms une ambition artistique, quelque chose. En fait une vision, je cherchais juste une vision. Et là Kubrick, on voit vraiment que c'est sa vision, puisque dans tous ses films il y a sa patte. Dans Shining, il a tellement imposé sa vision que même Stephen King il a pas aimé le film, parce que t'es en mode c'est pas ce que j'imaginais. Mais au final, vis-à-vis de Backroom, c'est une vision qu'on connaît déjà tous, parce qu'elle a été empruntée par Ken Parsons à partir d'une imagerie déjà existante. Et le tour de force de Ken Parsons par rapport à sa série sur YouTube, c'est d'avoir imposé son nom sur un phénomène culturel mondial. Et c'est là où A24 a été très opportuniste et malin aussi, parce que finalement leur film il marche, c'est que ils ont pris le nom qui ressortait le plus de tout ce phénomène culturel, à savoir Ken Parsons, pour en faire un film et commencer à nous vendre l'idée que Ken Parsons avait créé les Backrooms. Or, c'est faux. Et donc, effectivement, quand tu réempruntes une imagerie déjà existante, tu peux pas créer quelque chose d'aussi unique que Kubrick l'a fait avec son Shining. Ouais. Merci, les amis. Merci. De rien. Quelle heure est-il ? Il est 10h10, c'est parfait. Hein. Bon, les amis, on va être très court, mais on va rajouter un film. Ouais. Bonus. Yes. Je voulais tellement en parler en plus, putain. Il y a trop de films. Il y a trop de films en ce moment. Comment faire des choix ? Comment parler de tout ? Même quand on va parler du Vertige ? Non, même quand un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma hollywoodien contemporain et même classique sort un film que visiblement pas grand monde aime, sauf beaucoup de gens autour de cette table, si j'ai bien compris. Disclosure Day. Est-ce que c'est pas un meilleur film que Rencontre du troisième type ? Ah, c'est différent.
Je pense que Spielberg s'attaque pas du tout à la même question que dans Rencontre du troisième type avec Disclosure Day. Bon, est-ce que c'est bien? Oui, C'est génial. C'est très très C'est bien. très incroyable. C'est très bien. C'est super, franchement, En c'est gros, super. quand tu parles de Rencontre du troisième type, j'imagine qu'à l'époque, c'est sorti quand Rencontre du troisième type? 78. C'est assez vieux, tu vois. Et dans nos souvenirs, Rencontre du troisième type, c'est vraiment peu à peu, on essaie de trouver des moyens de dialoguer avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Là où dans Disclosure Day, j'ai l'impression que tout le film parle plutôt du fait qu'entre humains, on n'arrive plus à se parler. C'est vrai. Et tout le film, c'est ça en fait. C'est comment trouver des manières alternatives de parler entre nous. Et toute la question de Disclosure Day, c'est pas forcément les aliens. C'est surtout comment l'humanité, déjà, n'arrive plus à communiquer et comment l'humanité va faire face à l'existence des aliens, tu vois. Au Parce plus que finalement, grand- Au plus grand basculement théologique de notre histoire. c'est ça, le film ne s'intéresse pas forcément aux aliens, mais plutôt à la réaction des êtres humains. Et comme je le redis, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire que chaque moment dans le film, à chaque fois, est une manière nouvelle de voir comment on peut dialoguer. Un truc tout bête, hein. C'est un moment où vous avez le personnage, j'ai totalement oublié les prénoms, de personnage principal, la De femme George Connor de la journaliste, à d'Emily Blunt. qui doit se barrer et qui dit à une petite fille de dire à son mari qu'elle est partie. Déjà, ça, en soi, c'est anodin. Mais il y a déjà un côté un peu, on peut plus dialoguer face à face, en fait. On a toujours trouvé des manières nouvelles de parler. Et je trouvais que le film était un peu dans ce truc-là, et je pense, tous les films de Spielberg, c'est l'impossibilité de communiquer. Mais voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup, et franchement, Disclosure Day, c'est incroyable, c'est Spielberg, ce qu'il sait faire de mieux à son prime, en fait, et du coup, quand on a commencé à penser à Backroom, cette émission, j'étais en mode, mais faut qu'on parle de Disclosure Day, c'est pas possible. Moi, juste pour faire court, je dirais qu'il n'y a que Spielberg pour m'émerveiller autant devant des séquences. Enfin, il y a des moments où c'est du pur émerveillement, et il n'y a que lui pour faire ça aussi bien, quoi. Voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est vraiment un film très introspectif d'ailleurs sur lui. Hein. Oui. Et c'est ça la force, c'est que c'est vraiment. J'ai oublié ce que je voulais dire. Putain, mais du coup, en fait, non, c'est un film introspectif. Et d'ailleurs, oui, genre en fait, il y a ce truc où genre ça parle beaucoup de la communication sur nous. Mais en fait, moi, quand je voyais le film, j'avais l'impression vraiment que les aliens, en fait, c'est vraiment genre comment, même aussi, les gens percevaient les étrangers, tu vois. Oui, ah oui, mais clairement. Et les moments à la fin, je peux spoiler la fin ou pas? Non. Non, ok, on peut pas spoiler la fin. Bah, en soi, sans spoiler, tu regardes cette séquence, tu pourrais très bien remplacer tout ça par ce qui se passe en ce moment à Gaza, C'est ça, ouais, ce qui c'est se ça, passe c'est ça. en ce moment dans le monde, et ça peut très bien. C'est pour ça que ça touche autant. Ouais. C'est un film qui touche parce qu'il parle à quelque chose qui est déjà présent, en fait. Moi, je dirais que c'est, alors par rapport au côté introspectif, c'est toute cette deuxième phase, enfin cette dernière phase du cinéma de Spielberg depuis Ready Player One, où il a un côté très introspectif et réflexif sur sa place dans des genres cinématographiques auxquels il a énormément contribué. C'est-à-dire que Ready Player One, il interroge sa place même dans la culture pop. Disclosure Day, il revient sur un film d'Alien alors que ça faisait depuis La Guerre des Mondes. Ouais, Guerre des Mondes, ouais. Et Ouais. encore, La Guerre des Mondes, c'est pas forcément, je l'ai pas vu, mais c'est pas le film le plus réflexif sur la question des aliens, leur place dans la société, comme peut-être E.T. dans le cadre familial. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Juste ce Spielberg introspectif qui se questionne lui-même. Et ce que je trouve très savoureux dans ce film-là, c'est qu'on fait plus des films comme ça, bêtement naïfs, avec des héros, mais d'une naïveté quasi maladive. C'est-à-dire que Josh O'Connor veut absolument dévoiler l'existence des aliens, même si ça va provoquer forcément des basculements qui sont pas forcément voulus et qui sont un petit peu dangereux. Et il y a sa copine qui lui dit non mais attention, si tu révèles l'existence des aliens, tu te rends compte que la croyance en Dieu, le fait que notre civilisation repose sur la foi, va être basculée. Et que lui répond mais faut le faire. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui veulent peut-être ne pas savoir? Enfin, c'est... Mais et en fait, genre, le film a vraiment la saveur et cette manière d'être pensé comme si ça avait été fait dans les années 80-90, film d'aventure, de course-poursuite, avec un côté très anachronique. Et j'ai en tête la critique de JDG que j'ai regardé hier, où il dit que ça peut pas exister aujourd'hui avec les IA, parce qu'aujourd'hui on mettrait trop en question les images qu'on nous montre, parce que effectivement il est question d'image dans Disclosure Day. Mais aujourd'hui, notre rapport à l'image fait que les enjeux de Disclosure Day ne peuvent pas exister tels qu'ils le sont dans le film. Puis à un moment, c'est même dit, hein. Très rapidement. Il est conscient, Spielberg, que maintenant, aujourd'hui, on a plus ce même rapport-là, et c'est dit rapidement. C'est dommage, il aurait été ultra pertinent il y a genre 4-5 ans, le film. Ouais, mais justement, comme tu dis, émerveillement. Et je pense que c'est un film d'émerveillement, très dans le jus de ce qui se faisait dans les années 80-90. Et je trouve qu'il y a un rafraîchissement et il y a une forme de légèreté qui s'en dégage, qui fait vraiment du bien. Mais tu dis pertinent, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en soi, même si aujourd'hui on n'a plus vraiment le même rapport avec les images, t'arrives quand même à croire au film. C'est-à-dire que Spielberg à te faire croire que non, ce que tu vois, il n'y a pas cette question d'IA, en fait, ça qui est fort. Il y a plein de gens qui croient pas au film, parce que le film, je crois qu'il
il reçoit pas un accueil critique des plus... L'accueil Unanime. critique est pas ouf, ouais. C'est ça que je comprends pas ça, parce que pourtant le film il est Vraiment de même A si en à plus, c'est Z, un t'es bon film vraiment. d'action. En tout cas, Mais oui, En tout cas, les spectateurs, je pense qu'ils apprécient moins que la presse. d'accord. Parce que t'es vraiment Julien, de A à Z, t'es vraiment pris dedans. Ah ouais. C'est super bien, c'est bien Spielberg, foutu, mais ouais. Les scènes de c'est- course-poursuite qui sont dingues. La scène où la ce- voiture elle ce- rentre dans la maison pour ressortir après. Ouais. Juste comment c'est filmé. En fait, il y a que Mm. Spielberg pour filmer de Ce cette sera manière. vu la semaine prochaine, Ah de oui. toute façon. Absolument. En fait, il y a que Spielberg pour juste te rappeler que de la mise en scène, ça peut être simple, mais avoir de la gueule. Ouais. Parce Ouais. qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans un moment d'action très qu'il prend, il va toujours prendre le temps de amener ce moment. Quand tu parles de la voiture, juste avant, il se passe beaucoup de temps. Il y a tout un jeu aussi pendant le film où on alterne entre le protagoniste et l'antagoniste. Mm. Et c'est bien amené. Et c'est pour ça que la tension, elle est énorme parce qu'il arrive tellement bien à t'amener le moment. C'est Il y a- C'est bien génial. découpé, il y a une bonne économie du récit dans. Il y a une méthode Spielberg, ne serait-ce qu'au niveau du découpage. Il y a que lui qui sait faire ça. Indiana Jones 2, l'introduction d'Indiana Jones 2, typiquement, genre tu commences sur une scène Oui. de comédie musicale, après tu as une scène de dialogue et tu as la scène d'action, tu as au moins une dizaine de minutes avant Oui. que la scène se lance. Et c'est trop bien. Oui, donc voilà, c'est Papa Spielberg, comme d'hab, qui nous ramène et qui nous dit « Hey, moi je sais faire du cinéma Mm. ». Et voilà. bravo. Est-ce que tu as noté des chiffres ? Oui, je peux les faire, les chiffres, si tu veux. Alors, pour un budget de 115 millions de dollars, il est, au moment où on enregistre, à 128 millions mondial, dont 66,2 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était celle du 10 au 16 juin, il a fait 419 228 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine. Et voilà les amis, Et oui. on Et a oui. fait le tour de notre émission sur les Liminal Space, sur Backroom, et on a même pu glisser une critique du Spielberg. Ouais. Mais ce n'est pas la fin pour, Pour nous, en pour, tout cas. pour cet épisode 68, parce que là on va enchaîner avec toute la section sur Toy Story. C'est soif. J'ai soif. Mais c'est la fin pour Bassem. C'est la fin pour moi. Ouais. Au revoir Bassem. Je vais laisser ma place à- je vais laisser ma place à Lucie. Mer- Merci beaucoup, Bassem, Merci, encore Bassem. une fois. Pas de Merci soucis, pas de beaucoup, soucis. Bass. Allez, n'hésitez pas à enchaîner sur l'épisode suivant et on vous fait des grosses bises. Salut. Salut. Bisous.